Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Ah, c'est sûr que mon endroit préféré, c'est la chapelle. J'adore la chapelle. Et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Quand j'étais élève, de voir prier les religieuses dans ce qu'on appelle les stalles, qu'elles priaient en chœur et que se trouvait le chant tellement beau. Puis elles se répondaient. Ça, pour moi, ça m'a touchée jeune. Ici, on se retrouve pour célébrer. On pourrait dire que c'est le lieu de la prière ensemble. C'était vraiment l'aspect monastique de la vie des Ursulines qui ressortait. La première fois que ma supérieure générale et provinciale m'avait parlé de ce projet de quitter le monastère, je me disais, ça se peut pas, ça se peut pas. Ils m'ont dit, pourquoi ça se peut pas? J'ai dit, la chapelle, là, les sœurs vont tellement trouver ça dur de partir d'ici en laissant la chapelle. C'est la fin d'une époque à Québec. Les Ursulines déménagent. Quitter le monastère du Vieux-Québec, fondé il y a 375 ans par Marie de l'Incarnation, venue porter la foi et éduquer les petites filles en Nouvelle-France, la décision a été très difficile. La relève manque cruellement. Les Ursulines n'ont plus le choix. C'est un deuil, il faut bien le dire. On ne peut pas partir disant c'est le fun. Après une longue phase d'expansion qui les a amenés à fonder d'autres monastères, non seulement au pays, mais aussi dans plusieurs autres, il faut préparer l'avenir de celui-ci et de sa communauté. C'est à quoi travaillent les 4 religieuses demeurées sur les lieux pour assurer le relais. Oui, les planchers parlent, les murs aussi. C'est un milieu de vie ininterrompu depuis 1642. Donc, oui, on a un attachement, mais en même temps, comme des gens qui vont le céder en héritage. Hein? On le trouve précieux, mais on le souhaite pour d'autres. Qu'est-ce que ça fait d'être 4 dans un endroit aussi vaste? Ça fait vide. Ça fait vide parce que le monastère est fait pour être habité. Il est fait aux dimensions d'une grande communauté. Donc, c'est assez particulier de nous y retrouver 4. C'est mieux que... C'est une grande maison de famille qui a été la nôtre depuis toujours. Mais en même temps, retrouver cette maison-là sans la communauté qui en est le cœur, c'est une toute autre expérience. Pour envisager l'avenir, la première étape devait passer par la relocalisation des religieuses. Elles ont choisi de s'installer au Jardin d'Évangéline, à Beauport. On est toujours content de les accueillir. On sait qu'elles aussi, elles vivent quelque chose. Là, hein? Elles ne nous retrouvent plus là-bas, mais on est toujours contente quand elles viennent nous visiter. Bien souvent, on en profite pour demander des choses qu'elles nous apportent du monastère, qu'on a laissé là-bas, puis qu'on dit « Ah, on en aurait besoin. » Moi, je mange bien, je dors bien, puis vous aussi. Oh oui, très bien. C'est une grosse décision quand même de quitter les lieux. Comment est-ce que cette décision-là est arrivée compte tenu du fait qu'il y a plusieurs religieuses qui ne l'avaient pas vu venir? Non. Ça a été une décision, disons, pour leur avenir à elles, au niveau, par exemple, des soins dont elles avaient besoin, au niveau également de leur sécurité personnelle dans une résidence patrimoniale. Quelques-unes me disaient, on croyait que c'est ici qu'on finirait nos jours. On pensait mourir dans ces lieux-là. Alors, il faut vraiment être capable de saisir à la fois la peine et les deuils qu'elles ont à vivre, mais être capable de porter une décision qu'on a à prendre par rapport à leur bien-être, à leur sécurité. C'est beaucoup de changements, beaucoup d'ajustements, mais des belles surprises aussi. J'avais peur qu'il me fasse mal un peu, c'était de laisser le jardin au monastère et la chapelle. Mais j'arrive ici, tout à coup, devant un beau paysage, des beaux arbres, c'est l'automne, c'est les couleurs. Et puis, c'est une respiration.
C'est comme si tout s'était élargi. T'es content? Oui. Moi aussi. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des ennuis ou de se rappeler des belles choses qu'on avait à vivre là-bas, les bons lieux qu'on avait, puis que certaines religieuses ont habité pendant des années. Mais on trouve que c'est bien pour le temps. Mais on sait que ça prendra encore un long temps pour qu'on dise, bon, on est vraiment chez nous, c'est notre chez nous, c'est ici qu'on va vivre toutes les années à venir avec nos sœurs. Quitter le monastère pour plusieurs religieuses, ça a été rapide. On ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi rapide. Moi, j'étais dans le comité qui travaillait avec la supérieure générale et la supérieure provinciale. La première réunion que nous avons eue toutes les trois, j'ai eu un choc. Il fallait regarder l'ensemble de nos monastères puis trouver les solutions d'avenir permanentes. Alors, je me disais, je n'aurais jamais pensé que ça aurait été Québec qui aurait été le premier monastère. Maintenant que la communauté est relocalisée, on peut passer à la prochaine étape, le legs du monastère. Il lui faut une nouvelle vocation. Trouver la bonne, voilà une mission délicate pour les 4 sœurs restées sur place. C'est pas un mince défi? Non, c'est un gros défi. C'est un gros défi, mais on le fait avec d'autres, avec des laïcs qui sont compétents, qui peuvent nous aider. On a déjà une partie du monastère aussi qui est déjà occupée. Ce qui reste, en fait, c'est comme le tiers, je dirais, pour lequel on va chercher des nouveaux occupants. Quand je suis devenu maire, il y a maintenant bien longtemps, il y avait une chose qui était claire. On avait 2 congrégations fondatrices, les Augustines et les Ursulines. On tentait de prévoir. On connaît l'âge moyen des sœurs, et donc il y a comme des échéances, on va dire ça comme ça. Et depuis le début, on s'est permis d'aller voir les Ursulines et leur dire, écoutez, il ne faudrait pas que dans quelques années, on tombe en crise. Peut-on prévoir ensemble l'avenir du lieu? Mais trouver une nouvelle vocation pour les lieux s'annonce complexe. Mais c'est compliqué aussi parce qu'il faut mettre ça aux normes, ce n'est pas aéré, etc., etc. Alors, ça exige des argents publics. Moi, je suis d'accord avec le principe. C'est toujours la même question, qui va payer? À l'époque où les Ursulines s'installent dans le Vieux-Québec, comme d'autres communautés religieuses, elles ont accès aux meilleures terres. Le site qu'elles occupent est impressionnant, aussi vaste que 5 terrains de football. Mais c'est un secret bien gardé. Il y a peu de gens de Québec qui savent que ça existe, qui connaissent les lieux. Il faut quasiment aller dans l'édifice Price pour découvrir ce qu'est cette petite ville-là qui sont les Ursulines. Alors, quand on passe dans la petite rue, on voit bien l'entrée et tout ça, mais pas plus. Les gens n'ont pas idée ce que c'est. Entre l'arrivée de Marie de l'Incarnation à Québec en 1639 et les années 80, c'est plus d'une quinzaine d'elles qui s'ajoutent en succession, dont plusieurs ont conservé ou trouvé une vocation. On a des employés de la Ville de Québec maintenant qui travaillent là. Et il y a une école qui fonctionne, puis elle fonctionne très bien, je pense. Il y a une petite garderie. Le monastère, maintenant vide, auquel on cherche un nouvel avenir, représente un tiers de l'ensemble. Le tiers le plus chargé d'histoire. Marie de l'Incarnation a vécu ici. Donc, c'est l'histoire de la Nouvelle-France. C'est le berceau de la Nouvelle-France. C'est précieux. On vit dans un héritage qui n'a pas de prix, quoi. La réflexion des Ursulines sur le legs de leur patrimoine a un précédent, ici même à Québec. Les Augustines, des sœurs hospitalières arrivées en même temps que les Ursulines, sont en train de compléter la transformation de leur propre monastère en un lieu d'hébergement et de ressourcement pour le grand public. Un long processus qui se sera étalé sur pas loin de 20 ans, salué comme une réussite et auquel ont présidé plusieurs personnes, dont Evan Price et Denis Robitaille. Et on a cette chance ici au Québec d'emboîter le pas des communautés religieuses, c'est-à-dire qu'elles sont encore ici, puis on arrive,
puis on franchit la même porte, puis on vit un temps avec elles. Et ça, il n'y a pas de grande rupture historique ou de moment où le bâtiment est complètement désaffecté, puis on essaie de... Non, il y a quelque chose là qui nous permet de maintenir l'esprit du lieu parce qu'on connaît celles qui y vivent. C'est exigeant de tenir un monastère en bon ordre comme ici. À chaque année, on a des ailes à restaurer. Alors, ça demande tout un carnet de santé important. En plus d'entretenir méticuleusement les lieux au fil des siècles, les religieuses ont également fait preuve, dès leur arrivée sur le continent, d'un remarquable talent d'archiviste. Leur travail de mémoire et de conservation permet de remonter aux premières années de la colonie, sans aucune interruption dans le temps. C'est signé Frontenac, c'est signé du notaire royal Genappe, entre autres choses. L'intendant de justice a signé également. C'est pas un petit document. Boudeville est là. Ici, c'est un endroit fascinant. On se trouve ce qu'on appelle aujourd'hui les archives. C'était pas la réalité il y a 100 ans, 200 ans. Aujourd'hui, c'est les archives, le lieu où viennent les chercheurs. Alors, vous voyez toutes ces boîtes qui peuvent être consultées. Ça nous aide à aller chercher l'histoire du monastère. Elles ont accueilli dans leurs murs les petites filles des habitants de la ville de Québec. Donc, on peut retracer le passage de ces petites filles-là dans le registre des entrées et sorties des petites filles, qui est celui-ci. Et là, c'est le premier tome qui date des débuts. Bon, là, je sors mon linge d'hiver parce que vraiment, c'est le grand temps. Et pour qui a la chance d'y monter, le grenier réserve un moment absolument étonnant et profondément émouvant. Ici, là, je dirais que c'est plutôt les coffres des sœurs actuelles. Mais plus on s'en va vers le fond, on a là des coffres jusqu'à 17e siècle, des coffres des premières qui seraient venues de France. En tout cas, je dirais plus que 375 ans de coffres. De la cave au grenier, du corridor de pierre à la chapelle, on sait qu'on a un trésor entre les mains. Et le tourisme religieux est en plein essor. Alors, si vous voulez, nous allons aller au tombeau. J'ai vu des fins de semaine, seulement un samedi, 500 personnes, lorsque c'était la haute saison, là, avec des guides, puis d'autres personnes qui viennent, 2, 3 personnes ensemble. Sainte Marie de l'Incarnation, priez pour nous. Mais il faut plus, et plus rassembleur encore. On a vécu avec les gens et on veut que ce que nous avons conservé, que ce soit l'héritage de toute la population québécoise, parce que c'est l'histoire des Québécois. Et on veut que ça reste aux Québécois. Pour réfléchir à l'avenir du lieu, les Ursulines travaillent avec une équipe de laïcs. Une étape importante a été franchie en 2017 avec la création du pôle culturel, qui chapeaute désormais certaines activités d'animation, celles du musée et des archives. Est-ce que vous voulez qu'on transfère un peu vos façons de faire dans cette fiducie-là? Après en avoir supervisé la création, France Lachance est maintenant en charge du Comité de l'avenir, qui réfléchit aux prochaines étapes du legs. Notre projet, c'est de créer un déambulatoire. Donc, que les gens puissent faire le tour autour des 4 bâtiments qui forment la cour carrée sur 2 étages, sans trop briser ce qui existe déjà. Donc, on voudrait que ce soit le plus possible tel quel et que les gens puissent y entrer, entendre les planchers craquer, mais ressentir tout le calme et le bien-être qui se dégage dans l'ensemble du monastère. Ce qu'on veut pour cette maison, c'est un devenir qui respecte ce que ça a été, qui respecte sa valeur patrimoniale, historique, ce que ça a été au plan éducatif aussi. Je pense que plus ce projet se rapproche de la vocation initiale des lieux, plus ça va être porteur, plus ça va attirer. Parce que c'est ça vraiment la force du Vieux-Québec, l'idée que les vocations demeurent. Donc, plus on va se rapprocher de ça, plus ça va être intéressant, plus on va relier les fonds publics, mais aussi pouvoir rallier des fonds privés. Le problème, c'est de trouver la bonne fonction. Bon, idéalement, ce serait avoir des fonctionnaires de tous les gouvernements qui travaillent là. Mais c'est compliqué aussi parce qu'il faut mettre ça aux normes, ce n'est pas aéré, etc., etc. Alors, il faut trouver la bonne fonction. Mais elles ne veulent pas des fonctionnaires, elles veulent que la population puisse habiter lieu comme... Elle a raison.
C'est juste que ça exige des argents publics. Moi, je suis d'accord avec le principe. C'est toujours la même question, qui va payer? On a beaucoup de bons alliés qui sont très intéressés à tous nos projets. Mais quand on arrive pour aller vers du financement, bien là, c'est un petit peu plus timide. Hein? Et vous savez qu'on a eu beaucoup de changements de ministre de la Culture depuis quelques années. Alors, vous savez, les contacts, ils ont toujours été bons avec chacun des ministres, hein? Mais on est toujours à recommencer. Hein? Au niveau du pôle culturel du monastère des Ursulines, sa mission est bien définie. C'est sûr que son défi, c'est de devenir autonome financièrement, parce que les Ursulines, peu à peu, vont délaisser l'appui qu'elles donnent au pôle culturel. Il faut que des gens prennent le relais. Nous, on peut continuer encore de soutenir, mais ce ne sera pas possible de le faire longtemps. Ce que je souhaite le plus, c'est que les religieuses continuent à nous accompagner le plus longtemps possible, parce que c'est elles qui utilisent les bons mots pour parler de ce qu'elles veulent transmettre. Un legs aussi important que celui des Ursulines est un travail titanesque qui doit s'étaler sur des années, sinon des décennies, et comporte son lot d'inquiétudes. La grande peur qu'on avait, nous, depuis des années, c'est que les sœurs laissaient aller les promoteurs immobiliers. Je comprends les promoteurs de vouloir bâtir des projets sur ces lieux-là ou imaginer des projets, mais il faut pas. Il faut conserver l'intégrité des lieux. Alors, il faut garder le gouvernement éveillé à la réalité des lieux. Ces femmes-là vieillissent. Les religieuses ont cette capacité-là d'être patientes et de nous laisser réfléchir, d'alimenter notre réflexion, parce que c'est elles qui utilisent les bons mots pour parler de ce qu'elles veulent transmettre. Même si le temps joue contre elles, plusieurs étapes ont déjà été franchies. Il y a des gens déjà aussi qui les accompagnent, des comités de travail. Alors, elles sont sur la bonne lancée. Et là, après ça, on fait confiance à l'imagination, à la créativité des gens de Québec, à la volonté politique des décideurs, parce que c'est mobilisateur. Alors, moi, j'ai pas d'inquiétude. Je pense que jusqu'à maintenant, peut-être les sœurs ont vécu avec l'impression que c'était presque éternel, hein, quand on est là depuis plus que 375 ans. Mais actuellement, c'est un sentiment bien différent. Le temps est court, il faut travailler fort. En même temps que c'est exigeant, c'est aussi très dynamisant de s'impliquer dans cette nouvelle étape de la vie du monastère. Mais c'est sûr qu'il faut arriver avec un projet qui s'équilibre au niveau financier. Donc, les revenus de location, avec les revenus des gens qui vont venir visiter, bien, ça doit équivaloir aux dépenses aussi. Mais on va y arriver. Quand on habite un endroit comme celui-là, qu'est-ce que ça procure comme effet? Ça nous fait nous rappeler qu'on a des racines très anciennes et des racines de personnes qui ont donné leur vie, hein, qui sont venues, je dirais, dans l'inconnu, qui ont fait vraiment confiance, qui sont jetés à corps perdu dans une aventure pour Dieu. Alors, ça nous rend petites, bien humbles. On les invoque, on leur demande un peu de leur courage, puis de leur patience aussi, de leur persévérance. L'inspiration d'Angèle Mérici nous rejoint à ce moment-ci de notre vie. Notre fondatrice, elle n'avait pas en tête un monastère. Elle avait placé les membres de la Compagnie de Sainte-Ursule dans la Société du Temps. Comment t'appelles-tu? Quand une Ursuline voit un enfant, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge dans son cœur. Il y a quelque chose qui se réveille en nous. Hein? Quand j'arrive dans la cour de l'école, les enfants viennent à nous facilement, mais nous allons facilement aux enfants parce que ça a été notre vie. Ah, ben moi, je vois, oui. Ah, ça, c'est bien, hein? Je pense qu'une Ursuline, c'est jamais loin des enfants et des jeunes.
Et nos sœurs, elles étaient très longtemps à la fenêtre pour s'amuser à regarder les petites du CPE ici, regarder un enfant qui joue, entendre le murmure des enfants. Leurs yeux brillaient encore. Ça doit leur manquer maintenant, je pense. Le Seigneur domine la masse des eaux. Ce qui est important, c'est de vivre notre aujourd'hui, nous autres, sereinement. Ô Dieu qui était et qui vient. Qu'on soit âgé, qu'on ait 80, 90, 95 ans, on est consciente qu'on a quelque chose à vivre à l'heure actuelle encore. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des Ursulines, ça. Pas du tout, hein? On est en mission dans ce moment présent-là. Je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter de l'avenir. Autant on a répondu aux besoins de la population en étant présente dans l'éducation, parce que c'était le besoin de l'époque. Le besoin d'aujourd'hui, je pense que c'est chez les aînés. Et je pense que nos sœurs vont pouvoir apporter là un petit vent de sérénité, parce qu'une Ursuline, c'est en mission jusqu'à la fin.